Alors donc, je vais vous parler des débuts de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la mondialisation. La mondialisation, il est question que de ça en ce moment. On est en plein dedans, mais il ne faut pas croire qu'elle est récente. Elle a commencé depuis très longtemps. Il y avait déjà une mondialisation, par exemple, dans la Méditerranée. La Méditerranée, c'était déjà un espace mondialisé. On devrait plutôt parler de l'élargissement de l'espace économique. Alors, parce que la Méditerranée, ça ne formait pas un monde fermé. Il y avait des annexes, il y avait des flèches qui partaient au-delà du Sahara, qui partaient vers l'Europe, qui partaient même jusqu'à la Chine. Il y a eu un travail qui malheureusement n'est pas très connu parce que c'est en anglais, d'une Jordanienne qui a travaillé aux États-Unis, Janet Abou-Louhoud, qui a travaillé sur ce thème des élargissements progressistes. C'est très intéressant parce qu'en même temps, il y a des schémas qui sont très clairs, où elle montre les situations successives, les élargissements de ces espaces économiques. Alors, la chose importante, à mes yeux, c'est au XIVe, XVe siècle, l'ouverture de l'océan Atlantique. Évidemment, le Maroc ayant une large façade sur l'océan Atlantique, ne peut pas rester indemne de ce qui se passe dans l'Atlantique. Il faut bien insister là-dessus. Dans un premier temps, c'est l'ouverture du détroit de Gibraltar. Ouverture qui ne se fait pas, comme certains pourraient le croire, à la suite de la conquête par les Portugais de Ceuta. Ça se fait au XIIIe siècle, et ça se fait pacifiquement. Ce sont les Génois, ces commerçants industrieux et malins, qui ont pratiquement négocié avec les pouvoirs musulmans des deux rives et qui ont commencé à passer le détroit pour aller où? Pour aller jusqu'en Angleterre et en Flandre d'un côté, et pour aller descendre le long de la côte. On trouve des Génois à Safi au XIIIe siècle, déjà. Bon. Ce qui est intéressant là, ce sont des gens de la famille du pape. Bon. Alors, ensuite, dans un deuxième temps, il y a une avancée progressive vers le sud, qui est essentiellement l'œuvre, bon, je dirais principalement des Portugais, mais pas seulement. Le premier temps intéressant, c'est la découverte et le peuplement des archipels, notamment des Canaries. Alors, les Canaries ont été disputés, c'était un lieu où arrivaient des trafiquants un petit peu, comment dirais-je, un peu des conquérants. Il y a eu des Génois, voilà, des Espagnols, des Normands français. Et c'est en définitive un certain Jean de Béthencourt qui s'est installé dans les deux îles les plus proches du littoral marocain, à savoir Lanzarote et et alors, pourquoi est-ce que c'est passé à la Castille? Parce que, à un moment donné, pour des raisons assez compliquées sur lesquelles je ne peux pas venir, ce Jean de Béthencourt, on est dans un système théorique, il ne faut pas l'oublier. Jean de Béthencourt fait hommage à la Castille. Les Français font hommage à la Castille. Donc, c'est le royaume de Castille qui devient maître de ces canaux. Lorsque les Portugais ont commencé à entreprendre l'exploration et l'exploitation des rivages africains, ils auraient bien voulu s'installer au canal. Mais la place était déjà prise. Alors il y a eu, et ça on va en reparler, il y a eu un conflit qui est allé jusqu'aux affrontements armés entre les Portugais et les Castillans. Bien. Alors, l'atmosphère est donc une atmosphère de compétition qui peut devenir violente, et une atmosphère aussi de croisade, il ne faut pas l'oublier. Je vais parler tout à l'heure des parents du pape qui étaient venus à Gênes. Il faut savoir que le pape intervient. Le pape intervient comme, disons, arbitre, et même il a un rôle de souveraineté au-dessus des rois chrétiens. Alors il va essayer de mettre d'accord les Castillans et les Portugais. Et ça sera ce qui va donner lieu à ce fameux partage du monde bien connu
traité de Tordesillas. L'idée était, aussi bien à la papauté que chez les royaumes chrétiens, surtout au Portugal, l'idée était de contourner l'islam. Donc on descendait le plus loin possible pour essayer de passer au-dessous du monde musulman. Donc on n'avait pas du tout une idée de la géographie, de la forme de l'Afrique. On était à la recherche de ce fameux mythique prêtre Jean, vous savez, vous avez entendu parler de ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces concurrents, castillans et portugais, sont quand même, globalement, sont les maîtres de la mer. Hein. La maîtrise de la mer, à ce moment-là, elle appartient aux chrétiens. Il y a, bien sûr, il y a quelques bateaux musulmans, pas beaucoup, et ils restent surtout cantonnés dans l'espace méditerranéen. Ils font encore la liaison entre Al-Andalus et l'Afrique du Nord. Alors, ils se livrent à quoi, ces gens-là? La première activité, celle qui a été le moteur, c'est la pêche. Ils vont pêcher. Aujourd'hui encore, la richesse en halieutique, la richesse en poissons des côtes de l'Afrique occidentale est bien connue. Or, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, la pêche les amène à d'autres activités. La découverte, le commerce, mais aussi la piraterie. La piraterie, et alors, ils ont commerce, évidemment, il n'y a pas grand monde, une fois qu'on a dépassé l'embouchure de l'Ouedra. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est lié, ça, c'est étroitement lié au peuplement des îles Atlantiques. Les îles Atlantiques sont des îles désertes. Il faut les peupler. Il faut les peupler et il faut les exploiter. Qu'est-ce qu'on va y faire? On va très rapidement y planter une culture qui rapporte beaucoup, la canne à sucre. La canne à sucre, et pour cultiver cette canne à sucre, comme il n'y a personne dans les îles, il faut des esclaves. Donc on va essayer de trouver des esclaves. On n'est pas encore arrivé en Afrique noire, mais sur les côtes marocaines, sur les côtes sahariennes, on va rafler des gens. Alors ça a deux buts. Hein. Rafler des gens, bon, pour le peuplement des îles, rafler des gens pour les faire parler. Qu'est-ce qu'il y a là ou là? Et bien entendu, ce qu'on cherche, c'est l'or. Est-ce qu'il y a de l'or? D'où cette illusion, hein, quand on a trouvé quelques pépites, quelques grammes d'or, j'en sais rien, presque rien, d'où la dénomination du Rio de Oro. Bon. On a cru d'ailleurs que c'était un fleuve, c'est pas tout un fleuve, c'est... Alors, donc toute cette côte va bénéficier de ce développement de l'activité. Et en particulier, on voit ça très bien quand on regarde ce qui se passe à Safi. Safi bénéficie au premier degré de tout ce mouvement. Et par le commerce, Safi, comme Sabta avait pratiquement une cité autonome à l'époque de Al-Jafi, vous savez bien, à cause du commerce. Sabta était une place de commerce très importante, et c'est un petit peu ce que fait Safi. Safi se développe, Safi échappe donc à l'autorité du vice-roi, enfin d'un potentat plus ou moins indépendant, autonome, Intati, qui siégeait à Marrakech, et vers le milieu du XVe siècle, pratiquement, Safi est indépendant. Et ce qui confirme ceci, c'est ce que j'ai appris, grâce toujours à Hamid Triki, qu'on avait trouvé des monnaies frappées à Safi, sans d'ailleurs, sans date précise, et avec le nom, un certain nom qu'on ne connaît pas, Salou, on ne sait pas qui c'est. Mais le compte, ce sont des monnaies d'or. Or, vous savez, le problème, c'est que frapper l'or, aussi bien dans le monde antique que dans le monde chrétien que dans le monde musulman, c'est le privilège des souverains. Je dirais même le privilège des califes. C'est pas anodin de frapper l'or. Alors bon, ça va poser un gros problème. Il va falloir qu'on éclaircisse ce point.
Bon, chasse aux esclaves, commerce, bon, et recherche de l'or. La concurrence du commerce caravanier, bon, comme il s'appelle, Godinho avait expédié, un chercheur portugais avait expédié ça d'une phrase, les caravelles l'emportent sur les caravanes. Bon, c'est vite dit. C'est pas aussi simple que ça. Hein. La concurrence n'est pas la concurrence maritime, bon, parce que vous savez que les Portugais arrivent en 1440, 450 au niveau de Dakar. Donc ils ont là dépassé le Sahara, ils trouvent de nouveau des habitants, donc les gens avec qui faire du commerce. Mais c'est pas aussi simple. Il y a même eu, je dirais, une revitalisation du fameux Trilantum, hein, qui avait un petit peu dépéri, parce que, en fait, ces deux activités sont complémentaires. Certes, les Portugais, surtout les Portugais, les Espagnols aussi, apportent des produits européens, des tissus, qui sont plus faciles effectivement à réexpédier au-delà du Sahara que ceux qui provenaient, qu'on débarquait à Safi, qu'il fallait charger sur des caravanes, etc. Mais ça se complète. Et ce dont on se rend compte, j'ai vu ça alors dans une étude que j'ai faite qui restait encore pour le moment inédite, sur le Souss au fin 15e, début 16e. J'ai fait ça parce que je voulais comprendre comment et pourquoi les Saadiens avaient émergé de cette zone. Or, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une activité considérable de commerce. Le Souss, la région actuelle d'Agadir, c'était déjà un port, il y avait un port qui était fréquenté, et à cet endroit-là, on faisait des échanges. Du type, par exemple, de ceux qui avaient fait un marchand espagnol, il avait échangé, c'est ce qu'on appelait la pratique du resgat, les échanges. Il avait échangé un certain nombre de captifs qui avaient été faits sur la contre des Noirs, contre des Guinéouches. Et l'échange était, je peux vous assurer, inégal. Pour un blanc, on avait une quinzaine de noirs. Ça valait le coup, hein. Bon. Donc, ça s'est développé. Voilà. Alors, ce commerce, dont on a dit, je viens de dire que ça avait profité à Safi à développer son autonomie, ça développe aussi l'autonomie des tribus, bien entendu. Hein. Par exemple, dans la région de Massa, parce que toute cette côte est jalonnée par des petits, c'est pas des ports, c'est des lieux où on peut débarquer les marchandises. Il n'y a pas de port aménagé. Par exemple, il y a un site où je suis allé regarder un petit peu Takoukou. Bon, mais Takoukou, c'est quoi? Le nom existe encore, hein. Il est même porté sur les cartes. Vous êtes au pied d'une falaise, il y a une plage. Bon. Et en haut de la falaise, il y a des ruines. C'est ça, Takoukou. Bon. Donc, il ne faut pas y voir des trafics très importants, mais quelques bateaux pouvaient aborder, se hisser sur le sable, et puis on échangeait. Bon. Et alors, qu'est-ce qui arrive à la fin du XVe siècle? Alors là, c'est vraiment le choc, vous savez bien, c'est la découverte de l'Amérique. Alors ça va encore changer les choses. Découverte de l'Amérique, découverte aussi de l'Inde. On oublie souvent ça. C'est en 1489, donc avant la découverte de Colomb, que la pointe de l'Afrique est doublée. En 1500, les Portugais sont dans l'Inde. Et ça, c'est extrêmement important. Même pour le Maroc, c'est très important. On va voir. L'espace est partagé, comme je l'ai dit, à Tordesillas. Au Portugal, la côte atlantique du Maroc. À la Castille, la côte méditerranéenne. Mais les Castillans disent, ah, comme attention, ce qui est en face des Canaries, c'est un île pour nous. Bon, d'accord. On leur accorde ça. Mais il n'y a rien en face des Canaries. Il n'y a rien. Alors, évidemment, ils cherchent à remonter un peu le long de la côte, et c'est comme ça qu'ils arrivent à grignoter un petit peu les positions portugaises, et ils essaient de s'installer. Alors, il y a l'idée, d'une part, il y a les traités, d'autre part, il y a la terre appartient au premier occupant. Et c'est comme ça qu'il y a eu des tentatives d'installation, qu'on ne connaît pas suffisamment, des tentatives d'installation castillane
dans cette région du Sousse. Il y a eu une tentative à Saka, le Wennoun, une tentative à Gagny. Et c'est pour ça que les Portugais vont installer un fortin à l'endroit qu'ils vont appeler Santa Cruz. Tout ça en réponse à un fortin aussi créé par les Castillans sur la côte en face des Canaries, sur la lagune de Knifis, fortin dont Paul Pascon avait identifié les ruines et où il nous avait emmené promener une fois. Donc il y a une concurrence assez âpre entre ces deux royautés, d'autant qu'il y a des conflits aussi, pas seulement sur ce terrain-là, mais dans la péninsule. Bon, donc le Portugal reconnu en quelque sorte propriétaire de cette zone par le pape déclare que tout ça c'est son contrôle. Tous ceux qui veulent y aller sans son autorisation sont considérés comme des intrus et peuvent être poursuivis, peuvent être même châtiés. Il y a un véritable contrôle. En principe, parce que dans la réalité, d'autant plus que, comme je viens de le dire, le Portugal est intéressé par l'Inde, et il n'a pas on est à 1,5 million d'habitants, le Portugal, à cette époque. C'est quand même assez extraordinaire ce que ce petit peuple a fait. Car on parle toujours de Christophe Colomb, la découverte des Amériques par la Castille. C'est un peu le fait du hasard. Christophe Colomb est parti, boum, il a trouvé l'Amérique. Alors que les Portugais, année après année, ils avancent. Et ils arrivent en Inde, ils arrivent en Chine, pas l'oublier. Donc, ils se considèrent comme propriétaires. Pour pouvoir contrôler le commerce, faire du commerce avec les indigènes, contrôler aussi ce commerce et empêcher la concurrence, il choisit de s'installer, il développe donc des forteresses. C'est la même politique dans l'Inde, hein. Une forteresse et puis des alliances avec les chefs locaux. Alors par exemple, on installe une petite forteresse, installation militaire, installation commerciale. Dans les traités qu'on a, par exemple, on a le traité conclu à Massa en 1497, justement pour contrer les Castillans, les Portugais concluent un traité avec les gens de Massa, avec comme projet d'y installer une forteresse. Je crois qu'elle n'a jamais été faite, mais ils y installent aussi un feitour, c'est-à-dire un agent commercial. Bon. Alors, on pourrait dire, bon, ça se limite à la côte. Mais pas du tout, ça ne se limite pas à la côte. Vous pensez bien que très rapidement, il y a des conséquences sur l'intérieur. Je vais prendre un exemple. En 1506, quand les Portugais ont des gros problèmes avec Safi, bon, c'est très compliqué, j'en ai parlé un peu dans l'étude que j'ai faite sur Yahya. C'est à ce moment-là, 1506, puisque Safi ça ne marche pas, ils installent un fortin à Alçaoura, c'est-à-dire au Castelo Real de Mogador. De ce Castelo Real, de ce château royal, ils envoient un émissaire qui, heureusement, on a son récit. C'est très intéressant. On l'envoie à Marrakech pour sonder le datif de là, on appelle Bouchunto, et puis alors, on lui propose des bonnes affaires. On lui dit, voilà, si vous acceptez d'être le vassal du Portugal, vous savez, on vous donnera le monopole de la revente des épices de l'Inde. Alors, là aussi, très important, les épices de l'Inde, elles arrivaient par le Maroc, mais par des chemins caravaniers, hein, ou par le chemin par la Méditerranée, par l'Égypte. Alors que là, elles pourraient arriver directement, vous vous rendez compte, hein, la différence. Alors, c'est parce que, oui, il avait l'air assez disposé à se laisser convaincre, mais il est arrivé d'autres choses. Alors, les Saadiens, naturellement, qui émergent à ce moment-là, hein,
Les premières mentions qu'on a de ces gens-là, c'est 1510, 1500, c'est pas très clair. Ils comprennent naturellement très tôt l'intérêt des échanges, qui échappent au monopole portugais, parce que vous pensez bien que les Portugais, ils n'avaient pas les moyens d'empêcher les Génois, les Castillans, les petits Quanti de venir bricoler sur les côtes. Alors ça, les Sadiens ont vu l'intérêt que ça pouvait avoir. Ils ont cherché naturellement à avoir des relations directes avec les gens qui n'étaient pas portugais, ou même avec des Portugais qui n'avaient pas envie d'obéir au règlement de leur roi. Ce qui leur a permis de renforcer évidemment leur potentiel économique et leur potentiel militaire. Donc je reviens là-dessus sur le fait que le roi de Portugal, Dom Manuel, a cherché, dans un premier temps, il a voulu faire de ses positions, à sa fille, à Massa, etc., des endroits pour développer le commerce. Et en même temps, des points d'appui politico-militaires pour développer une influence sur le pays. Bon, on a par exemple, ça c'est Ahmed Bouchard qui a publié ça, il y a quand même des traités qui ont été conclus avec les tribus Inuit-Kala, par lesquels ces tribus se soumettaient au Portugal et en signe de soumission payaient des impôts, des chevaux, du grain, etc. C'est indéniable. Pourquoi? On a même des textes qui indiquent que certains chefs locaux demandaient à entrer dans la vassalité du Portugal. Parce que il leur résultait un traité, eux étaient protégés par le Portugal, ce qui accroissait leur pouvoir. Dans un premier temps, c'est ce qui s'est passé avec Darchman, etc. Bon, donc on peut dire que le Maroc est à ce moment-là, dans les premières années du XVIe siècle, une pièce essentielle du système économique portugais. Pièce essentielle. Parce que, prenons, de sa fille, les Portugais se procurent des tissus, les handballs, qui vont servir aux échanges avec l'Afrique noire. Ces échanges se faisaient à travers le Sahara. Il est évident qu'on pouvait remporter une grosse quantité. Eux vont pouvoir charger des bateaux et aller directement trafiquer à Arguin dans ce qu'ils appellent les rivières de Guinée. Et puis, donc c'est essentiel d'avoir ces produits, ça aussi du blé du Maroc pour se procurer l'or. Et donc c'est une chose très importante. Mais dès 1516, lorsque les Saadiens occupent, ils ont très vite, après avoir tenté de prendre sans succès Santa Cruz, Agadir, ils ont changé leur tactique et ils s'occupent d'Arder. Ce qui est remarquable à ce moment-là, c'est que, j'avais un producteur espagnol qui ils ont développé tout de suite, une des premières choses qu'ils ont faites, autour de Taroudant, ils ont développé la culture de la canne à sucre. Et pourquoi? Parce que le sucre, c'était la spéculation principale des îles atlantiques. Le sucre, c'est une denrée extrêmement rare et chère en Europe à ce moment-là. Et le goût du sucre se développe. Ce qui est drôle, c'est en particulier le goût des Anglais à ce moment-là pour le sucre. Et ils viennent donc, ces Anglais, on va voir, ils viennent se ravitailler à Séville. Quand ils pourront, ils viendront directement au Maroc. 1550, les voilà qui arrivent. Alors, donc, le sucre, alors, pourquoi tout d'un coup, comme ça, cet intérêt pour le sucre? Alors, j'ai deux hypothèses. On nous dit, et c'est probablement vrai, que les Mohamed Chir et son frère sont allés faire le pèlerinage. Pour aller au pèlerinage, on passe par l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont vu en Égypte? Ils ont vu que les chefs
militaires, c'était les Mamelouks, que leur richesse, que leur pouvoir reposait sur la culture du sucre. L'Égypte reste à ce moment-là, pour l'Europe, le principal fournisseur de sucre. C'est d'ailleurs pour ça que, pour les concurrencer, on a développé le sucre dans les îles Atlantiques. Alors, qu'est-ce qui peut aussi leur avoir suggéré de faire ça? Eh bien, les Génois, par exemple. Les Génois, qui sont les redistributeurs du sucre. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait, les Génois dans le sucre, on sait par exemple que l'un d'entre eux, un marchand génois, qui avait eu une liaison avec une fille de chef local, on lui a dit: à toi, mon petit bonhomme, tu te convertis à l'islam. Ce qu'il a fait. Et son fils, le fils de ce Génois, est un des principaux chefs, l'un des principaux subordonnés des Saadiens. Bon. Donc les Génois sont là. Alors ils ont dû dire: écoutez, quelquefois on n'a pas assez de sucre à charger aux Canaries. Si, eux ils sont preneurs. Donc on a tout de suite ces types. On ne peut pas s'amuser à développer la culture du sucre en Sousse s'il n'y a pas de débouché. Léon l'Africain nous dit: on faisait un peu de sucre, il n'était pas de bonne qualité, il était noir, etc. Et c'est les Noirs, les gens du Sud qui viennent chercher. Donc là, c'est ça que j'appelle l'ouverture sur l'Atlantique. L'ouverture sur un commerce et avec l'idée d'avoir quelque chose à vendre. Pourquoi? On verra plus tard que c'est pour éviter la sortie de l'or. Si on propose du sucre qui vaut, je dirais, de l'or, on empêche les réserves de métal précieux de sortir. Alors, ce qui est vite très important, c'est la date de 1541, qui est la prise de Santa Cruz par les Saadiens. Donc ce port est désormais ouvert, et aussitôt d'ailleurs, conséquence, les Portugais ont tout de suite compris, ils ont abandonné Sapi et Azumi. Voilà donc toute une partie du littoral qui est ouverte au commerce avec l'Europe. Alors, bien. Donc, ils font du commerce avec tous ceux qui refusent le monopole portugais. Et là, le monopole portugais, pratiquement, n'existe plus. À partir du moment où le point d'appui a disparu, il n'y a plus de possibilité de commerce. Alors, comment ça se passe? Eh bien, les Saadiens, les gens, les autochtones marocains offrent du sucre. En sous-main, il y a aussi de l'or. C'est défendu, en principe, mais il y a un trafic qui est très intéressant, c'est qu'il repose sur la différence de change or-argent, la différence entre l'Europe et cette région. Chose curieuse, que je n'explique pas bien, mais que je constate, si vous voulez, le rapport en Europe serait de 1 à 10, 1 pour l'or, 10 pour l'argent. Et là, sans que je sache vraiment pourquoi, c'est de 1 à 10. Donc l'argent est plus apprécié. Il paraîtrait que c'est parce que l'argent étant rare en Afrique noire, il est plus apprécié. Donc il y a des petits malins qui viennent et qui font un change comme ça. Et la preuve que c'est intéressant, c'est qu'on a une lettre des autorités de Santa Cruz à un moment-là, en 1513 ou 1515, demandant au roi: mais envoie-nous de l'argent, envoie-nous de l'argent, tout ça, pour qu'on fasse ces échanges profitables, parce qu'on gagne beaucoup là-dessus. Alors il y a ça, il y a en échange du sucre, et en sous-main donc de ce trafic or-argent, on se procure des tissus européens, du drap de laine, on a quand même beaucoup, des draps anglais, de différentes couleurs, de différentes qualités, transportés par les Portugais, car le Portugal est très lié à l'Angleterre. Les Anglais ont aidé les Portugais à devenir indépendants de la Castille en 1375. Bon,
le royaume, pendant ce temps-là, le royaume ouest-africain aussi fait du commerce avec les Portugais, sans problème. Bon, alors, dans ce commerce, il faut remarquer le rôle d'intermédiaire juif. En particulier, cette famille Benzamiro de sa fille, qui a un statut absolument invraisemblable. C'est des gens qui circulent librement entre le Portugal, le Maroc. Ils sont tantôt ambassadeurs, tantôt négociateurs, ils font du commerce. Au Portugal, où on a chassé les Juifs, hein, on les a chassés. Ils sont bien accueillis par le roi, par tout le monde, et ils font des affaires. Les Benzamiro. Alors il y a eu un travail remarquable qui a été fait là-dessus par un chercheur portugais qui s'appelle des noms qui se dévisent, Tavilho. Très bon travail, avec beaucoup de documents là. C'est en portugais, évidemment. Alors, voilà, oui. Bon. Je vais finir sur une. Alors, je trouve quand même cette phrase dans un livre récent qui m'a un petit peu étonné. Voilà, je vous cite. À cause de l'intrusion du Portugal et du détournement subséquent du potentiel intrinsèque du littoral vers les circuits internationaux, cette même amélioration de la situation économique dont il a été question précédemment au XVe siècle, sera d'autant plus vulnérable que les garnisons de l'occupant avaient opté principalement pour la politique de la terre brûlée. Je ne nie pas, au contraire, c'était pas des rigolos les Portugais, c'était des chasseurs d'esclaves, c'était des pillards, parce que les chefs de ces garnisons sont des nobles portugais, et que la noblesse de cette époque, elle ne rêve que plaie aux gosses. Voilà. On arrive à avoir une bonne situation uniquement parce qu'on a fait preuve de force militaire. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que là, on ne voit que le côté négatif. Loin de moi, nier le fait que les Portugais n'ont pas apporté que le commerce. Ils ont brûlé, ils ont pillé, etc. Mais quand même, il ne faut pas réduire, il ne faut pas dire à cause de l'intrusion, le potentiel a été détourné. C'est plus compliqué que ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que les choses, surtout dans le domaine historique, sont toujours beaucoup plus complexes qu'on ne saurait croire. Alors, voilà. Après l'abandon de sa fille d'Azincourt, il y a eu la prise de Fès, qui marque aussi un gros tournant, par les Saadiens. Les Turcs s'emparent de Fès en 1540. C'est la panique en Espagne. C'est la panique. Ouh là 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 là. Il va s'allier aux Turcs. Donc ça va aller très très mal. Il faut, on abandonne les places du nord. On abandonne à ce moment-là, ils évacuent Arzila. Et puis il y a du côté espagnol, on interdit même en 1550, on interdit aux commerçants qui dépendent de la couronne de Charles Quint, c'est-à-dire pas seulement les Espagnols, les Flamands. On leur interdit d'aller au Maroc. Alors, c'est là où vont intervenir les Anglais. Les Anglais qui venaient se ravitailler, parce que c'est plus près, ils venaient se ravitailler en sucre, en toutes sortes de trucs comme ça, à Séville. Ils arrivent à Séville, on n'a rien à leur donner. Ils vont plus loin, ils vont eux-mêmes sur les côtes du Maroc. Et à partir de 1550, vous avez les Anglais qui vont, évidemment, comme ils sont protestants, et qui n'ont aucun respect des décisions du pape, bien au contraire, ils vont commercer avec les Saadiens. Qu'est-ce qu'ils vont leur apporter? Ce que les Saadiens demandent. Bon, eux, ils viennent chercher du sucre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont donner en échange? Quelque chose de très apprécié par les Saadiens. Des armes. Des armes. Hein, des équipements pour les bateaux, des armes, etc. Donc, c'est un tournant. Et à ce moment-là, même bien avant, au Portugal, on commence à avoir des doutes sérieux sur l'intérêt de garder des positions au Maroc. On n'a pas attendu 1550. Dès 1530,
le roi consulte les différents personnages. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que les réponses, on a les réponses, elles ont été publiées dans les sources inédites du historien. Vous avez d'une part les militaires. Alors les militaires, ah non, il faut garder, c'est la lutte contre l'islam, c'est la croisade, nanana. En réalité, c'est pas ça du tout. Eux, pour eux, ce sont des positions qui leur rapportent beaucoup. D'abord, le pillage, la bonne des soldes du roi, l'ascension dans la hiérarchie. Donc, ils sont pour garder le Maroc. Et alors, donc, au nom de la croisade, et tenez-vous bien, les autorités ecclésiastiques, elles disent non, il ne faut pas rester là-bas, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Vous voyez le paradoxe. Donc, l'Inde, c'est beaucoup plus intéressant, même pour y faire carrière. Et puis, de toute façon, je vous dis, un pays d'1,5 million d'habitants ne peut pas être à la fois au Maroc, en Afrique noire, sur la côte orientale d'Afrique, et dans l'Inde, et je sais où encore. Donc, le Maroc passe tout à fait au second plan des intérêts du Portugal. Voilà, j'en ai fini. J'ai été volontairement assez rapide, assez superficiel. Le dialogue peut s'engager, je suis ça. Je vous remercie. Alors donc, je vais vous parler des débuts de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la mondialisation. La mondialisation, il est question que de ça en ce moment. On est en plein dedans, mais il ne faut pas croire qu'elle est récente. Elle a commencé depuis très longtemps. Il y avait déjà une mondialisation, par exemple, dans la Méditerranée. La Méditerranée, c'était déjà un espace mondialisé. On devrait plutôt parler de l'élargissement de l'espace économique.
Alors, parce que la Méditerranée, ça ne formait pas un monde fermé. Il y avait des annexes, il y avait des flèches qui partaient au-delà du Sahara, qui partaient vers l'Europe, qui partaient même jusqu'à la Chine. Il y a eu un travail qui malheureusement n'est pas très connu parce que c'est en anglais, d'une Jordanienne qui a travaillé aux États-Unis, Jen Abou-Roud, qui a travaillé sur ce thème des élargissements progressistes. C'est très intéressant parce qu'en même temps, il y a des schémas qui sont très clairs, et où elle montre les situations successives, les élargissements de ces espaces économiques. Alors, la chose importante, à mes yeux, c'est au XIVe, XVe siècle, l'ouverture de l'océan Atlantique. Évidemment, le Maroc ayant une large façade sur l'océan Atlantique, ne peut pas rester indemne de ce qui se passe dans l'Atlantique. Il faut bien insister là-dessus. Dans un premier temps, c'est l'ouverture du détroit de Gibraltar. Ouverture qui ne se fait pas, comme certains pourraient le croire, à la suite de la conquête par les Portugais de Ceuta. Ça se fait au XIIIe siècle, et ça se fait pacifiquement. Ce sont les Génois, ces commerçants industrieux et malins, qui ont pratiquement négocié avec les pouvoirs musulmans des deux rives et qui ont commencé à passer le détroit pour aller où? Pour aller jusqu'en Angleterre et en Flandre d'un côté, et pour aller descendre le long de la côte. On trouve des Génois à Safi au XIIIe siècle, déjà. Bon. Ce qui est intéressant là, ce sont des gens de la famille du pape. Bon. Alors, ensuite, dans un deuxième temps, il y a une avancée progressive vers le sud, qui est essentiellement l'œuvre, bon, je dirais principalement des Portugais, mais pas seulement. Le premier temps intéressant, c'est la découverte et le peuplement des archipels, notamment des Canaries. Alors, les Canaries ont été disputés, c'était un lieu où arrivaient des trafiquants un petit peu, comment dirais-je, un peu des conquérants. Hein. Il y a eu des Génois, voilà, des Espagnols, des Normands français. Et c'est en définitive un certain Jean de Béthencourt qui s'est installé dans les deux îles les plus proches du littoral marocain, à savoir Lanzarote et et alors, pourquoi est-ce que c'est passé à la Castille? Parce que, à un moment donné, pour des raisons assez compliquées sur lesquelles je ne peux pas venir, ce Jean de Béthencourt, on est dans un système théorique, il ne faut pas l'oublier. Jean de Béthencourt fait hommage à la Castille. Les Français font hommage à la Castille. Donc, c'est le royaume de Castille qui devient maître de ces canaux. Lorsque les Portugais ont commencé à entreprendre l'exploration et l'exploitation des rivages africains, ils auraient bien voulu s'installer au Canal. Mais la place était déjà prise. Alors il y a eu, et ça on va en reparler, il y a eu un conflit qui est allé jusqu'aux des affrontements armés entre les Portugais et les Castillans. Bien. Alors, l'atmosphère est donc une atmosphère de compétition qui peut devenir violente, et une atmosphère aussi de croisade, il ne faut pas l'oublier. Je vais parler tout à l'heure des parents du pape qui étaient venus à Gênes. Il faut savoir que le pape intervient. Le pape intervient comme, disons, arbitre, et même il a un rôle de souveraineté au-dessus des rois chrétiens. Alors il va essayer de mettre d'accord les Castillans et les Portugais. Et ça sera ce qui va donner lieu à ce fameux partage du monde bien connu, le traité de Tordesillas. L'idée était, aussi bien à la papauté que chez les royaumes chrétiens, surtout au Portugal, l'idée était de contourner l'islam. Donc on descendait le plus loin possible pour essayer de passer au-dessous du monde musulman. Donc on n'avait pas du tout une idée de la géographie, de la forme de l'Afrique.
on était à la recherche de ce fameux mythique prêtre Jean. Vous savez bien, vous avez entendu parler de ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces concurrents, castillans et portugais, sont quand même, globalement, sont les maîtres de la mer. Hein. La maîtrise de la mer, à ce moment-là, elle appartient aux chrétiens. Il y a, bien sûr, il y a quelques bateaux musulmans, pas beaucoup, et ils restent surtout cantonnés dans l'espace méditerranéen. Ils font encore la liaison entre l'Andalous et l'Afrique du Nord. Alors, ils se livrent à quoi, ces gens-là? La première activité, celle qui a été le moteur, c'est la pêche. Ils vont pêcher. Aujourd'hui encore, la richesse halieutique, la richesse en poissons des côtes de l'Afrique occidentale est bien connue. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, la pêche les amène à d'autres activités. La découverte, le commerce, mais aussi la piraterie. La piraterie, et alors ils ont commerce, évidemment, il n'y a pas grand monde, une fois qu'on a dépassé l'embouchure de l'Ouédra. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est lié, ça, c'est étroitement lié au peuplement des îles Atlantiques. Les îles Atlantiques sont des îles désertes. Il faut les peupler. Il faut les peupler et il faut les exploiter. Qu'est-ce qu'on va y faire? On va très rapidement y planter une culture qui rapporte beaucoup, la canne à sucre. La canne à sucre, et pour cultiver cette canne à sucre, comme il n'y a personne dans les îles, il faut des esclaves. Donc on va essayer de trouver des esclaves. On n'est pas encore arrivé en Afrique noire, mais sur les côtes marocaines, sur les côtes sahariennes, on va rafler des gens. Alors ça a deux buts. Hein. Rafler des gens, bon, pour le peuplement des îles, rafler des gens pour les faire parler. Qu'est-ce qu'il y a là ou là? Et bien entendu, ce qu'on cherche, c'est l'or. Est-ce qu'il y a de l'or? D'où cette illusion, hein, quand on a trouvé quelques pépites, quelques grammes d'or, j'en sais rien, presque rien, d'où la dénomination du Rio de Oro. Bon. On a cru d'ailleurs que c'était un fleuve, c'est pas du tout un fleuve, c'est... Ouais. Alors, donc toute cette côte va bénéficier de ce développement de l'activité. Et en particulier, on voit ça très bien quand on regarde ce qui se passe à Safi. Safi bénéficie au premier degré de tout ce mouvement. Et par le commerce, Safi, comme Sabta avait devenu pratiquement une cité autonome à l'époque de Al-Dafi, vous savez bien, à cause du commerce. Sabta était une place de commerce très importante, et c'est un petit peu ce que fait Safi. Safi se développe, Safi échappe donc à l'autorité du vice-roi, enfin d'un potentat plus ou moins indépendant, autonome, Intati, qui siégeait à Marrakech, et vers le milieu du XVe siècle, pratiquement, Safi est indépendant. Et ce qui confirme ceci, c'est ce que j'ai appris, grâce toujours à Hamid Triki, qu'on avait trouvé des monnaies frappées à Safi, sans d'ailleurs, sans date précise, et avec le nom, un certain nom qu'on ne connaît pas, Saoud, on ne sait pas qui c'est. Mais qui est le comble, ce sont des monnaies d'or. Or, vous savez, le problème, c'est que frapper l'or, aussi bien dans le monde antique que dans le monde chrétien, que dans le monde musulman, c'est le privilège des souverains. Je dirais même le privilège des califes. C'est pas anodin de frapper l'or. Alors bon, ça va poser un gros problème. Il va falloir qu'on éclaircisse ce point. Bon, chasse aux esclaves, commerce, bon, et recherche de l'or. La concurrence du commerce caravanier, bon, comme il s'appelle, Godinho avait expédié, un chercheur portugais avait expédié ça d'une phrase: les caravelles l'emportent sur les caravanes. Bon, c'est vite dit. C'est pas aussi simple que ça. Hein.
La concurrence n'est pas la concurrence maritime, bon, parce que vous savez que les Portugais arrivent en 1440, 450, au niveau de Dakar. Donc ils ont là dépassé le Sahara, ils trouvent de nouveau des habitants, donc des gens avec qui faire du commerce. Mais c'est pas aussi simple. Il y a même eu, je dirais, une revitalisation du fameux Trilantum, qui avait un petit peu dépéri, parce que, en fait, ces deux activités sont complémentaires. Certes, les Portugais, surtout les Portugais, les Espagnols aussi, apportent des produits européens, des tissus, qui sont plus faciles, effectivement, à réexpédier au-delà du Sahara que ceux qui provenaient, qu'on débarquait à Safi, qu'il fallait charger sur des caravanes, etc. Mais ça se complète. Et ce dont on se rend compte, j'ai vu ça alors dans une étude que j'ai faite qui restait encore pour le moment inédite, sur le Souss au fin 15e, début 16e. J'ai fait ça parce que je voulais comprendre comment et pourquoi les Saadiens avaient émergé de cette zone. Or, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une activité considérable de commerce. Le Souss, la région actuelle d'Agadir, c'était déjà un port, il y avait un port qui était fréquenté, et à cet endroit-là, on faisait des échanges. Du type, par exemple, de ceux qui avaient fait un marchand espagnol, il avait échangé, c'est ce qu'on appelait la pratique du resgat, des échanges. Il avait échangé un certain nombre de captifs qui avaient été faits sur la tête contre des Noirs, contre des Guinéouches. Et l'échange était, je peux vous assurer, inégal. Pour un blanc, on avait une quinzaine de noirs. Ça valait le coup, hein. Bon. Donc, ça s'est développé. Voilà. Alors, ce commerce, dont on a dit, je viens de dire que ça avait profité à Safi à développer son autonomie, ça développe aussi l'autonomie des tribus, bien entendu. Hein. Par exemple, dans la région de Massa, parce que toute cette côte est jalonnée par des petits, c'est pas des ports, c'est des lieux où on peut débarquer les marchandises. Il n'y a pas de port aménagé. Par exemple, il y a un site où je suis allé regarder un petit peu, Takoukou. Bon, mais Takoukou, c'est quoi? Le nom existe encore, hein. Il est même porté sur les cartes. Vous êtes au pied d'une falaise, il y a une plage. Bon. Et en haut de la falaise, il y a des ruines. C'est ça, Takoukou. Bon. Donc, il ne faut pas y voir des trafics très importants, mais quelques bateaux pouvaient aborder, se hisser sur le sable, et puis on échange. Bon, et alors, qu'est-ce qui arrive à la fin du XVe siècle? Alors là, c'est vraiment le choc, vous savez bien, c'est la découverte de l'Amérique. Alors ça va encore changer les choses. Découverte de l'Amérique, découverte aussi de l'Inde. On oublie souvent ça. C'est en 1489, donc avant la découverte de Colomb, que la pointe de l'Afrique est doublée. En 1500, les Portugais sont dans l'Inde. Et ça, c'est extrêmement important. Même pour le Maroc, c'est très important. On va voir. L'espace est partagé, comme je l'ai dit, à Tordesillas. Au Portugal, la côte atlantique du Maroc. À la Castille, la côte méditerranéenne. Mais les Castillans disent, ah, mais attention, ce qui est en face des Canaries, c'est un île pour nous. Bon, d'accord. On leur accorde ça. Mais il n'y a rien en face des Canaries. Il n'y a rien. Alors, évidemment, ils cherchent à remonter un peu le long de la côte, et c'est comme ça qu'ils arrivent à grignoter un petit peu les positions portugaises, et ils essaient de s'installer. Alors, il y a l'idée, d'une part, il y a les traités, d'autre part, il y a la terre appartient au premier occupant. Et c'est comme ça qu'il y a eu des tentatives d'installation, qu'on ne connaît pas suffisamment, des tentatives d'installation castillane dans cette région du Souss. Il y a eu une tentative à Saka, le Wendum, une tentative à Agadir. Et c'est pour ça que les Portugais vont installer un fortin à l'endroit qu'ils vont appeler Santa Cruz. Tout ça en réponse à un fortin aussi créé par les Castillans sur la côte
sur la côte en face des Canaries, sur la lagune de Knifis, Fortin dont Paul Pascon avait identifié les ruines et où il nous avait emmené promener une fois. Donc il y a une concurrence assez âpre entre ces deux royautés, d'autant qu'il y a des conflits aussi, pas seulement sur ce terrain-là, mais dans la péninsule. Bon, donc le Portugal reconnu en quelque sorte propriétaire de cette zone par le pape déclare que tout ça c'est son contrôle. Tous ceux qui veulent y aller sans son autorisation sont considérés comme des intrus et peuvent être poursuivis, peuvent être même châtiés. Il y a un véritable contrôle. En principe, parce que dans la réalité, d'autant plus que, comme je viens de le dire, le Portugal est intéressé par l'Inde, et il n'a pas on est à 1,5 million d'habitants, le Portugal, à cette époque. C'est quand même assez extraordinaire ce que ce petit peuple a fait. Car on parle toujours de Christophe Colomb, la découverte des Amériques par la Castille. C'est un peu le fait du hasard. Christophe Colomb est parti, boum, il a trouvé l'Amérique. Alors que les Portugais, année après année, ils avancent. Et ils arrivent en Inde, ils arrivent en Chine, pas l'oublier. Donc, ils se considèrent comme propriétaires. Pour pouvoir contrôler le commerce, faire du commerce avec les indigènes, contrôler aussi ce commerce et empêcher la concurrence, il choisit de s'installer, il développe donc des forteresses. C'est la même politique dans l'Inde, hein. Une forteresse et puis des alliances avec les chefs locaux. Alors par exemple, on installe une petite forteresse, installation militaire, installation commerciale. Dans les traités qu'on a, par exemple, on a le traité conclu à Massa, en 1497, justement pour contrer les Castillans, les Portugais concluent un traité avec les gens de Massa, avec comme projet d'y installer une forteresse. Je crois qu'elle n'a jamais été faite, mais ils y installent aussi un feitour, c'est-à-dire un agent commercial. Bon. Alors, on pourrait dire, bon, ça se limite à la côte. Mais pas du tout, ça ne se limite pas à la côte. Vous pensez bien que très rapidement, il y a des conséquences sur l'intérieur. Je vais prendre un exemple. En 1506, quand les Portugais ont des gros problèmes avec Safi, bon, c'est très compliqué, j'en ai parlé un peu dans l'étude que j'ai faite sur Yahya. C'est à ce moment-là, en 1506, puisque Safi ça ne marche pas, ils installent un fortin à Alçaguera, c'est-à-dire au Castelo Real de Mogador. De ce Castelo Real, de ce château royal, ils envoient un émissaire qui, heureusement, on a son récit. C'est très intéressant. On l'envoie à Marrakech pour sonder le datif de là, on l'appelle Bouchunto, et puis alors, on lui proposer des bonnes affaires. On lui dit, voilà, si vous acceptez d'être le vassal du Portugal, vous savez, on vous donnera le monopole de la revente des épices de l'Inde. Alors, là aussi, très important, les épices de l'Inde, elles arrivaient bien au Maroc, mais par des chemins caravaniers, ou par le chemin par la Méditerranée, par l'Égypte. Alors que là, elles pourraient arriver directement, vous vous rendez compte, la différence. Alors, c'est parce que, oui, il avait l'air assez disposé à se laisser convaincre, mais il est arrivé d'autres choses. Alors, les Saadiens, naturellement, qui émergent à ce moment-là, les premières mentions qu'on a de ces gens-là, c'est 1510, 1500, c'est pas très clair. Ils comprennent naturellement très tôt l'intérêt des échanges, qui échappent au monopole portugais, parce que vous pensez bien que les Portugais, ils n'avaient pas les moyens d'empêcher les Génois, les Castillans, les petits Guanti de venir bricoler sur les côtes. Alors ça, les Saadiens ont vu l'intérêt que ça pouvait avoir. Ils ont cherché naturellement à avoir des relations directes
avec les gens qui n'étaient pas portugais, ou même avec des Portugais qui n'avaient pas envie d'obéir au règlement de leur roi. Ce qui leur a permis de renforcer évidemment leur potentiel économique et leur potentiel militaire. Donc je reviens là-dessus sur le fait que le roi de Portugal, Dom Manuel, a cherché, dans un premier temps, il a voulu faire de ses positions, à sa fille, à Massa, etc., des endroits pour développer le commerce. Et en même temps, des points d'appui politico-militaires pour développer une influence sur le pays. Bon, on a par exemple, ça c'est Ahmed Bouchard qui a publié ça, il y a quand même des traités qui ont été conclus avec les tribus des Mukala, par lesquels ces tribus se soumettaient au Portugal et en signe de soumission payaient des impôts, des chevaux, du grain, etc. C'est indéniable. Pourquoi? On a même des textes qui indiquent que certains chefs locaux demandaient à entrer dans la vassalité du Portugal. Parce que il en résultait un traité, eux étaient protégés par le Portugal, ce qui accroissait leur pouvoir. Dans un premier temps, c'est ce qui s'est passé avec Darshman, etc. Bon, donc on peut dire que le Maroc est à ce moment-là, dans les premières années du XVIe siècle, une pièce essentielle du système économique portugais. Pièce essentielle. Pourquoi? Parce que, prenons, de sa fille, les Portugais se procurent des tissus, les handball, qui vont servir aux échanges avec l'Afrique noire. Ces échanges se faisaient à travers le Sahara. Il est évident qu'on pouvait remporter une grosse quantité. Eux vont pouvoir charger des bateaux et aller directement trafiquer à Arguin dans ce qu'ils appellent les rivières de Guinée. Et puis, donc c'est essentiel d'avoir ces produits, ça aussi du blé du Maroc pour se procurer l'or. Et donc, c'est une chose très importante. Mais, dès 1516, lorsque les Saadiens occupent, ils ont très vite, après avoir tenté de prendre sans succès Santa Cruz, Agadir, ils ont changé leur tactique et ils s'occupent d'Ardel. Ce qui est remarquable à ce moment-là, c'est que, j'avais un producteur espagnol qui m'a dit, ils ont développé tout de suite, une des premières choses qu'ils ont faites, autour de Taroudant, ils ont développé la culture de la canne à sucre. Et pourquoi? Parce que le sucre, c'était la spéculation principale des îles atlantiques. Le sucre, c'est une denrée extrêmement rare et chère en Europe à ce moment-là. Et le goût du sucre se développe. Ce qui est drôle, c'est en particulier le goût des Anglais à ce moment-là pour le sucre. Et ils viennent donc, ces Anglais, on va voir, ils viennent se ravitailler à Séville. Quand ils pourront, ils viendront directement au Maroc. 1550, les voilà qui arrivent. Alors, donc, le sucre, alors pourquoi tout d'un coup comme ça, cet intérêt pour le sucre? Alors, j'ai deux hypothèses. On nous dit, et c'est probablement vrai, que les Mohamed Cheikh et son frère sont allés faire le pèlerinage. Pour aller au pèlerinage, on passe par l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que les chefs militaires, c'était les Mamelouks, que leur richesse, que leur pouvoir reposait sur la culture du sucre. L'Égypte reste à ce moment-là, pour l'Europe, le principal fournisseur de sucre. C'est d'ailleurs pour ça que, pour les concurrences, on a développé le sucre dans les îles atlantiques. Alors, qu'est-ce qui peut aussi leur avoir suggéré de faire ça? Eh bien, les Génois, par exemple. Les Génois, qui sont les grands distributeurs du sucre. Et pourquoi je dis ça?
parce qu'on sait qu'il y a des Génois dans le sud. On sait par exemple que l'un d'entre eux, un marchand génois, qui avait eu une liaison avec une fille de chef local, on lui a dit: à toi mon petit bonhomme, tu te convertis à l'islam. Ce qu'il a fait. Et son fils, le fils de ce Génois, est un des principaux chefs, l'un des principaux subordonnés des Saadiens. Bon. Donc les Génois sont là. Hein. Alors ils ont dû dire: bah, écoutez, quelquefois on n'a pas assez de sucre à charger aux Canaries. Si, eux ils sont preneurs. Donc on a tout de suite ces types. On ne peut pas s'amuser à développer la culture du sucre en Sousse s'il n'y a pas de débouché. Léon l'Africain nous dit: on faisait un peu de sucre, il n'était pas de bonne qualité, il était noir, etc. Et c'est les Noirs, les gens du Sud qui viennent chercher. Donc là, c'est ça que j'appelle l'ouverture sur l'Atlantique. L'ouverture sur un commerce et avec l'idée d'avoir quelque chose à vendre. Pourquoi? On verra plus tard que c'est pour éviter de la sortie de l'or. Si on propose du sucre qui vaut, je dirais, de l'or, on empêche les réserves de métal précieux de sortir. Alors, ce qui est vite très important, c'est la date de 1541, qui est la prise de Santa Cruz par les Saadiens. Donc ce port est désormais ouvert, et aussitôt d'ailleurs, conséquence, les Portugais ont tout de suite compris, ils ont abandonné Sapi et Azumi. Voilà donc toute une partie du littoral qui est ouverte au commerce avec l'Europe. Alors, bien. Donc, ils font du commerce avec tous ceux qui refusent le monopole portugais. Et là, le monopole portugais, pratiquement, n'existe plus. À partir du moment où le point d'appui a disparu, il n'y a plus de possibilité de commerce. Alors, comment ça se passe? Eh bien, les Saadiens, les gens, les autochtones marocains offrent du sucre. En sous-main, il y a aussi de l'or. C'est défendu, en principe, mais il y a un trafic qui est très intéressant, c'est qu'il repose sur la différence de change or-argent, la différence entre l'Europe et cette région. Chose curieuse, que je n'explique pas bien, mais que je constate, si vous voulez, le rapport en Europe serait de 1 à 10, 1 l'or, 10 pour l'argent, et là, sans que je sache vraiment pourquoi, c'est de 1 à 10. Donc l'argent est plus apprécié. Il paraîtrait que c'est parce que l'argent étant rare en Afrique noire, il est plus apprécié. Donc il y a des petits malins qui viennent et qui font un change comme ça. Et la preuve que c'est intéressant, c'est qu'on a une lettre des autorités de Santa Cruz à un moment-là, en 1513 ou 1515, demandant au roi: mais envoie-nous de l'argent, envoie-nous de l'argent, tout ça, pour qu'on fasse de ces échanges profitables, parce qu'on gagne beaucoup là-dessus. Alors il y a ça, il y a en échange du sucre, et en sous-main donc de ce trafic or-argent, on se procure des tissus européens, du drap, de laine, on a quand même beaucoup, des draps anglais, de différentes couleurs, de différentes qualités, transportés par les Portugais, car le Portugal est très lié à l'Angleterre. Les Anglais ont aidé les Portugais à devenir indépendants de la Castille en 1375. Bon, le royaume, pendant ce temps-là, le royaume Ouattacine aussi fait du commerce avec les Portugais, sans problème. Bon, alors, dans ce commerce, il faut remarquer le rôle d'intermédiaire juif. En particulier, cette famille Benzamiro de sa fille, qui a un statut absolument invraisemblable. C'est des gens qui circulent librement entre le Portugal, le Maroc
Ils sont tantôt ambassadeurs, tantôt négociateurs, ils font du commerce. Au Portugal, où on a chassé les Juifs, hein, on les a chassés. Ils sont bien accueillis par le roi, par tout le monde, et ils font des affaires. Les Benzamiens. Alors il y a eu un travail remarquable qui a été fait là-dessus par un chercheur portugais qui s'appelle, on des noms qui existent, Tavilho. Très bon travail, avec beaucoup de documents là. C'est en portugais, évidemment. Alors, voilà, oui. Bon. Je vais finir rassuré. Alors, je trouve quand même cette phrase dans un livre récent qui m'a un petit peu étonné. Voilà, je vous cite. À cause de l'intrusion du Portugal et du détournement subséquent du potentiel intrinsèque du littoral vers les circuits internationaux, cette même amélioration de la situation économique dont il a été question précédemment au XVe siècle, sera d'autant plus vulnérable que les garnisons de l'occupant avaient opté principalement pour la politique de la terre brûlée. Je ne nie pas, au contraire, c'était pas des rigolos les Portugais, c'était des chasseurs d'esclaves, c'était des pillards, parce que les chefs de ces garnisons sont des nobles portugais, et que la noblesse de cette époque, elle ne rêve que plaie et bosse. Voilà. On arrive à avoir une bonne situation uniquement parce qu'on a fait preuve de force militaire. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que là, on ne voit que le côté négatif. Loin de moi, nier le fait que les Portugais n'ont pas apporté que le commerce. Ils ont brûlé, ils ont pillé, etc. Mais quand même, il ne faut pas réduire, il ne faut pas dire à cause de l'intrusion, le potentiel a été détourné. C'est plus compliqué que ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que les choses, surtout dans le domaine historique, sont toujours beaucoup plus complexes qu'on ne saurait croire. Alors, voilà. Après l'abandon de sa fille d'Azinmour, il y a eu la prise de Fès, qui marque aussi un gros tournant, par les Saadiens. Tchir s'empare de Fès en 1540. C'est la panique en Espagne. C'est la panique. Ouh là 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 là. Il va s'allier aux Turcs. Donc ça va aller très très mal. Il faut, on abandonne les places du nord. On abandonne à ce moment-là, ils évacuent Arzila. Et puis il y a du côté espagnol, on interdit même en 1550, on interdit aux commerçants qui dépendent de la couronne de Charles Quint, c'est-à-dire pas seulement les Espagnols, les Flamands, on leur interdit d'aller au Maroc. Alors, c'est là où vont intervenir les Anglais. Les Anglais qui venaient se ravitailler, parce que c'est plus près, ils venaient se ravitailler en sucre, en toutes sortes de trucs comme ça, à Séville. Ils arrivent à Séville, on n'a rien à leur donner. Bon, ben, ils vont plus loin, ils vont eux-mêmes sur les côtes du Maroc. Et à partir de 1550, vous avez les Anglais qui vont, évidemment, comme ils sont protestants et qui n'ont aucun respect des décisions du pape, bien au contraire, ils vont commercer avec les Saadiens. Qu'est-ce qu'ils vont leur apporter? Ce que les Saadiens demandent. Bon, eux viennent chercher du sucre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont donner en échange? Quelque chose de très apprécié par les Saadiens. Des armes. Des armes. Hein, des équipements pour les bateaux, des armes, etc. Donc, c'est un tournant. Et à ce moment-là, même bien avant, au Portugal, on commence à avoir des doutes sérieux sur l'intérêt de garder des positions au Maroc. On n'a pas attendu 1550. Dès 1530, le roi consulte des différents personnages. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les réponses, on a les réponses, elles ont été publiées dans les sources inédites de l'histoire. Vous avez d'une part les militaires. Alors les militaires, ah non, il faut garder,
c'est la lutte contre l'islam, c'est la croisade, nanana. En réalité, c'est pas ça du tout. Eux, pour eux, ce sont des positions qui leur rapportent beaucoup. D'abord, le pillage, la bonne des soldes du roi, l'ascension dans la hiérarchie. Donc, ils sont pour garder le Maroc. Et alors, donc, au nom de la croisade, et tenez-vous bien, les autorités ecclésiastiques, elles disent non, il ne faut pas rester là-bas, c'est pas bien. Bon, c'est pas bien. Vous voyez le paradoxe. Donc, l'Inde, c'est beaucoup plus intéressant, même pour y faire carrière. Et puis, de toute façon, je vous dis, un pays d'1,5 million d'habitants ne peut pas être à la fois au Maroc, en Afrique noire, sur la côte orientale d'Afrique, et dans l'Inde, et Dieu sait où encore. Donc, le Maroc passe tout à fait au second plan des intérêts du Portugal. Voilà. J'en ai fini. J'ai été volontairement assez rapide, assez superficiel. Le dialogue peut s'engager, je suis ça. Je vous remercie.